Bonjour à tous. Donc, je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire proposé par l'EN3S. Ce triple webinaire, puisque nous avons trois webinaires que nous avons construits avec Gilles Nézosi et Marine Boisson-Cohen, qui vont se succéder ces 3 jours autour de grand âge et autonomie. Et nous avons choisi de construire ces sujets. Donc, en premier temps, effectivement, aujourd'hui, en essayant de tirer les leçons, les premiers enseignements de la crise de Covid sur les personnes âgées. Deuxièmement, en s'interrogeant demain sur les EHPAD, un accompagnement à repenser. Et puis troisièmement, terminant jeudi avec une question en élargissant le regard sur la stratégie de la France pour la prise en charge du grand âge de la perte d'autonomie. Alors pourquoi ce webinaire à ce moment? Tout simplement, mais je pense que nos invités qui vont donc parler lors de cette première session vont le dire évidemment, mais tout le monde le voit, les personnes âgées, c'est un sujet qui est particulièrement important dans la crise, à la fois parce que les personnes âgées sont plus touchées que d'autres, évidemment, par le Covid et notamment par la mortalité Covid. Emmanuel Cambois va revenir sur ce sujet, mais aussi parce que la crise finalement repose des questions essentielles sur la façon d'aborder le sujet du grand âge, la façon de prendre en charge les personnes âgées, et notamment ce sujet entre la sécurité sanitaire et le sujet de la lutte contre l'isolement social. Voilà, donc c'est un sujet à la fois de pleine actualité, mais aussi pleine actualité parce que vous le savez, les pouvoirs publics, et je m'en félicite évidemment, puisque beaucoup d'entre vous le savent, donc j'avais déposé un rapport grand âge autonomie il y a 1 an à la demande du Premier ministre, ont décidé que le sujet allait revenir dans l'arène publique et avec la création d'une nouvelle branche de la sécurité sociale notamment. Donc c'est pleinement justifié aujourd'hui effectivement que nous consacrions ces webinaires ouverts à tous. Donc le N3S aussi s'adapte et donc offre des webinaires, et c'est la possibilité de partager avec un public large et on en est très heureux donc sur ces sujets du grand âge. Mon dernier mot avant de céder la parole à Marine Boisson-Cohen qui va animer ces 3 webinaires, c'est de remercier très très chaleureusement celles et ceux qui ont bien voulu donc être nos intervenants aujourd'hui notamment, et puis aussi par la suite, mais vous l'avez déjà vu avec le programme, nous avons des intervenants de très haut niveau et avec des regards croisés, c'est ça qui nous a aussi évidemment intéressés, des personnalités qui ont exercé ou qui exercent encore des responsabilités fortes sur ces sujets. Donc je salue Michel Delaunay qui clôturera cette journée, qui a été ministre délégué chargé des personnes âgées et de l'autonomie et qui reste extrêmement active sur ces sujets, notamment avec donc un ouvrage récent autour du destin des baby-boomers. Et je ne parle pas de ses interventions régulières sur Twitter. Jérôme Gage, qui comme a été président du conseil départemental de l'Essonne, mais qui dans la période du Covid a été missionné par les pouvoirs publics sur le sujet d'isolement social. Emmanuel Cambois, donc démographe et directrice de recherche à l'INED, mais dans les autres séminaires, nous aurons Myriam El Khomri, nous aurons d'autres personnalités, nous aurons aussi des personnes qui connaissent vraiment très très bien ces sujets, comme Marc Bourquin. Voilà, je pense que vraiment c'est un partage utile sur ces sujets du grand âge et de l'autonomie. Alors bien évidemment, nous sommes dans, mais Marine va le redire peut-être, enfin dans les éléments habituels sur ces webinaires, c'est-à-dire bien sûr la parole aux intervenants et pour que tout le monde, voilà, qu'il n'y ait pas de problème de son, de problème technique, mais néanmoins aussi de l'interaction possible en posant des questions sur le fil. Et nous souhaitons aussi évidemment que vous puissiez être actifs dans le questionnement ou les remarques dans ce webinaire. Très bonne session à tous et je cède la parole à Marine. Oui, donc bonjour, merci de nous avoir rejoints.
Donc bienvenue pour ce premier webinaire, les personnes âgées dans la crise, comment concilier sécurité sanitaire et inclusion dans la société. Donc on peut le considérer comme un webinaire d'introduction à cette série, parce que comme ça a été mentionné, demain nous questionnerons le modèle EHPAD. En tout cas, le modèle EHPAD est questionné par la crise du Covid et on aura des intervenants pour prolonger ce débat, et puis on pourra élargir jeudi sur les perspectives qui peuvent en être tirées dans un contexte de future cinquième branche et de loi grand âge autonomie. Donc aujourd'hui, ce que l'on a souhaité, c'est revenir d'une part sur les constats, la situation des personnes âgées dans le contexte de la crise Covid reste une réalité qui est à mieux appréhender et on a, je pense, un plateau pour réussir à en ressortir plus éclairé, et puis un versant aussi de préconisation ou de recommandation sur ce qu'aurait pu être cette gestion de crise, qui pourrait amener des axes d'amélioration, ce qui est aussi une voie vers l'anticipation de prochaines crises. Alors aujourd'hui sont réunis avec nous Emmanuelle Cambois, je vais vous présenter nos trois intervenants. Donc Emmanuelle Cambois est démographe, elle est directrice de recherche à l'INED et puis elle est directrice de l'Institut de la longévité des vieillesses et du vieillissement, qui est un groupement d'intérêt scientifique qui réunit, je veux dire, les principaux acteurs scientifiques, mais aussi de la sécurité sociale, la CNAV et bientôt la CNSA, pour un meilleur partage des connaissances sur la longévité, les vieillesses et le vieillissement. On a Jérôme Guedj avec nous, qui a déjà été présenté, mais notamment au titre des rapports issus de la mission qui a été confiée par Olivier Véran sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées et fragiles en période de confinement, et Michel Delaunay, qui est intervenu par multiples tribunes. On a souhaité les réunir autour de thèmes qui restent à mieux éclairer, c'est-à-dire dans cette tension entre sécurité sanitaire et inclusion. Quid du lien social, du respect des libertés et de la citoyenneté du pouvoir d'agir des personnes âgées, et quel coût payé à la crise au titre de leur sécurité via le confinement, notamment le confinement dans les EHPAD, et est-ce que nous avons su les protéger, est-ce que nous avons su respecter leur liberté et leur citoyenneté. On est aujourd'hui dans une situation où on a une connaissance partielle de cette crise Covid-19, ce qui nous a amené à souhaiter donner la parole à Emmanuelle Cambois. Emmanuelle Cambois a relevé le défi de faire le point avec nous de ce que nous savons de l'impact du Covid-19, de la crise du Covid-19 sur les personnes âgées du point de vue de la morbidité, de la mortalité, mais aussi ce que nous remontent les statistiques de leur situation. Et plus encore, elle a accepté de faire le point avec nous sur ce que l'on ne sait pas, encore, et des raisons, des limites de notre connaissance de la situation des personnes âgées dans la crise. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Emmanuelle Cambois, avec à chaque fois le même principe pour tous nos intervenants, un exposé de 15 à 20 minutes, et puis une séquence de questions-réponses sur la base des questions que vous voudrez bien nous faire remonter via le chat, et que nous pourrons donc transmettre à nos intervenants dans un deuxième temps. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Emmanuelle Cambois. Donc, merci pour cette invitation. Et effectivement, j'ai choisi d'avoir un regard sur ce qu'on pouvait dire actuellement à partir des recherches conduites auprès des personnes âgées dans cette situation particulière, et puis peut-être regarder un petit peu ce qui nous manque en la matière et pourquoi, comme l'a dit Madame Boisson-Cohen. Donc, que peut-on dire des recherches sur le vieillissement dans ce contexte du Covid? Excusez-moi, oui, je me permets juste une intervention. Madame Cambois, votre diaporama a sauté. Ah. Le partage d'écran ne fonctionne plus. Est-ce que là, ça fonctionne? C'est bon? C'est parfait, merci. Désolée pour cet incident. Donc, à ce propos, nous avons, avec mes collègues de la direction de l'Institut de la longévité et du vieillissement, produit une note qui visait à faire la situation, et notamment qui visait à recentrer la position des recherches sur le vieillissement dans le contexte des recherches en général et dans le contexte des recherches sur le Covid en particulier. On a pu noter, comme tout un chacun, le désarroi des résidents et des personnels d'EHPAD, qui non seulement a révélé des informations sur le tribut payé par les personnes âgées, mais qui aussi a permis de faire gagner en visibilité sociale, politique et statistique ces structures d'accueil pour les personnes âgées.
On s'est aussi étonné de peu entendre ce qui pouvait se passer à domicile en termes de morbidité et de mortalité, étant donné que la situation la plus fréquente est celle des personnes âgées à domicile. Et comme tout le monde, on a fait le constat que cette crise obligeait la société sur la question du vieillissement de la population, et pas seulement en termes de santé, mais en termes de diverses dimensions qui permettent de décrire cette population. Et cette crise a en fait été un révélateur puissant des problématiques de recherche que nous portons en sciences humaines et sociales pour les chercheurs actifs dans ce domaine et que nous essayons de regrouper au sein de cet institut, et qui ont des problématiques variées, extrêmement variées, j'allais dire, avec des disciplines diverses et thématiques et disciplines qui ont toutes été traversées par le Covid. Donc, à la question qui m'a été posée, comment peut-on concilier sécurité sanitaire et inclusion dans la société, et quelles recherches pour traiter de cette question? Eh bien, je pourrais dire que l'ensemble des recherches du domaine sont au service de cette question et devraient pouvoir être mobilisées dans les semaines, mois et années qui viennent. Alors, on peut distinguer plusieurs questionnements ou plusieurs types de projets pour aborder cette situation. Il s'agit d'abord de savoir comment mesurer cette crise et ses effets. Et là, se pose une première question aux chercheurs dans le domaine, c'est-à-dire le type d'indicateur, le type de source qui va être adapté pour aborder cette question dans la population des plus âgés, pouvoir en mesurer l'ampleur et les dynamiques, les circonstances et les conséquences. Or, comme à l'accoutumée, on est confronté souvent dans notre domaine de recherche à des problèmes d'échantillonnage, voire de questionnaire, à savoir que pour enquêter cette population et pouvoir appréhender le grand âge, mais surtout les différents grands âges qui composent cette population, il faut des échantillons importants, ciblés, qui nous permettent d'aborder des questions et de pouvoir voir des différences et les variétés des situations. De même, il faut pouvoir avoir des questionnaires et des modalités d'entretien ou de collecte adaptées aux situations de vie. Donc, c'est un premier défi dans cette situation, c'est de pouvoir trouver les bons instruments. Ensuite, quel type de recherche peut-on mener? Eh bien, là encore, je pourrais distinguer deux types de recherche et deux types de thématiques, à la fois celles qui portent, comme je l'ai dit, sur l'ensemble des thématiques généralement abordées quand on étudie et qu'on analyse la situation des plus âgés. Donc, comment les conditions de vie habituelles des personnes les plus âgées ont été affectées par cette crise. Et puis, il peut y avoir des recherches qui sont ciblées avec des questionnements spécifiques, allant rechercher cette fois-ci quel est le ressenti, la perception ou les croyances vis-à-vis de la crise actuelle. Quels ont été les systèmes d'adaptation ou de changement des habitudes de vie pour appréhender cette situation particulière. Donc, on peut, à partir de ces questionnements, penser à trois types de sources de données. Des ressources et des sources de données existantes qui ont été mises au service de l'analyse de la crise chez les plus âgés. Je pense par exemple aux bases de données telles que celle de l'INSEE, qui a pu très rapidement faire apparaître des données sur, ici, cette note particulière, sur les logements et les taux d'occupation et d'isolement des personnes sur le territoire, en montrant des différences selon les groupes d'âge, ou encore des dispositifs de santé comme celui de l'ORS-PACA, qui a un atlas du vieillissement et qui a immédiatement mis en ligne des chiffres concernant le Covid dans les communes de ce département, ou encore les sources sur lesquelles je reviendrai, dont vous avez pu être familier pendant cette crise, celles de Santé publique France, de l'INSERM-CPDC et de l'INSEE au sujet de la mortalité. D'autres types de sources qui ont été utilisées, ce sont celles qui ont été construites pendant le confinement pour accéder à des données et qui, pour étudier les plus âgés, proposent des données par groupe d'âge, incluant les plus âgés. Alors, je pense ici, par exemple, au consortium de chercheurs qui a mis au point l'enquête longitudinale coronavirus et confinement, COCONEL, et vous voyez ici très rapidement quelques résultats de la 6e vague qui a été conduite par l'INED, qui montre sur le graphique d'en haut que les plus âgés déclarent avoir reçu davantage de services de leur voisinage au moment du confinement par rapport à ce qui se passait avant le confinement. Et en fait, la situation s'est inversée par rapport aux âges les plus jeunes. Le graphique d'en bas qui montre le sentiment d'isolement dans la période de confinement à travers les différents groupes d'âge. Et vous pouvez voir ici que finalement,
il y a peu de distinction d'un groupe d'âge à l'autre sur ce sentiment-là, en tout cas sur le sentiment d'isolement. D'autres vagues de l'enquête qui ont montré les signes de détresse psychologique. Et là, vous voyez que de la même manière que pour le sentiment d'isolement, on voit peu de désavantages finalement chez les plus âgés par rapport aux autres groupes d'âge. D'autres informations intéressantes ici, c'est l'intention de se faire vacciner. Et on voit que, de manière pas très étonnante finalement, les plus âgés sont ceux qui déclarent avoir le plus l'intention de se faire vacciner contre le Covid si ou lorsque ce vaccin sera disponible. Et à noter que ce chiffre positif a augmenté au fur et à mesure de la crise. Un autre chiffre, c'est celui de renoncement aux soins lors du confinement. Et d'une manière assez heureuse, j'allais dire, on voit en orange ici que la part de ceux qui n'ont pas renoncé aux soins est finalement assez importante chez les plus âgés. Elle est en tout cas, elle n'est pas plus élevée que dans les autres groupes d'âge. Donc on voit ici un versant plutôt moins négatif que ce qu'on aurait pu penser à travers ces données qui traversent tous les âges. Maintenant, d'autres sources de données ont été mises au point pour aller là chercher la situation spécifique des plus âgés. Et je citerai par exemple, sans aller trop dans les détails, le rapport des Petits Frères des Pauvres qui ont conduit une enquête auprès d'un nombre conséquent de personnes âgées de plus de 60 ans, avec un volet quantitatif et un volet qualitatif qui là permet d'aller plus finement dans les groupes d'âge avec des effectifs suffisamment nombreux pour pouvoir tirer des conclusions significatives. Donc vous voyez ici par exemple que un peu moins de la moitié des personnes âgées de 60 ans et plus ont déclaré avoir eu un impact sur leur morale, plutôt en dégradation liée au confinement, un impact sur leur forme physique, plutôt en dégradation aussi. On voit ici la variation dans ce que ça a fait à leurs liens sociaux, avec finalement plus d'intervention des familles pour les plus âgés, mais évidemment moins de contact avec les membres d'associations, voire avec les commerçants et les soins, ce qu'on attend avec le confinement. Mais finalement, des échanges avec la famille peut-être un peu plus réguliers en termes hebdomadaires qu'avant le confinement. Cette étude montre aussi qu'il y a eu un besoin d'aide et comme vous pouvez le voir, ce besoin d'aide, sans trop de surprise aussi, augmente avec l'âge. On va jusqu'aux 90 ans et plus ici. Mais on voit aussi que la part de ceux qui n'ont pas reçu l'aide qu'ils auraient attendue est assez stable à travers les âges et reste assez limitée finalement. Enfin, un autre aspect intéressant quand on parle d'isolement et de solidarité, c'est l'accès à Internet et l'utilisation d'Internet. Et là aussi, on voit un effet d'âge quand on a les effectifs suffisants pour le faire, avec une détérioration de l'usage d'Internet au fil des âges pendant le confinement qui interroge évidemment sur l'usage de ce lien social pendant le confinement. Une troisième source qui peut être construite pendant la crise, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a recensé auprès de l'ILVV, c'est bien évidemment les chercheurs qui sont déjà engagés dans ce champ et qui s'appuient sur leurs connaissances, voire leurs sources de données pour pouvoir tirer des informations utilisables et éventuellement produire très rapidement des questionnaires. Donc évidemment, à ce moment-là de la crise ou de cette fin de crise, peut-être, on peut dire, on ne peut pas vous annoncer des résultats, il faut le temps de terminer la collecte et surtout le temps de l'analyse. Par contre, je peux vous donner quelques chiffres à grands traits, surtout pour vous montrer comme il est complexe de réagir en temps réel avec l'exemple de la démographie des décès par Covid, un projet auquel j'ai participé. Donc, de manière assez intéressante et assez surprenante, je dois dire, on a vu le nombre de décès, le cumul des décès quotidiens, devenir un chiffre clé pendant plusieurs mois. Donc, au 11 juin, le nombre cumulé de décès en France liés au Covid était de 28 800 décès. Et ce chiffre de décès cumulés a été le fil conducteur de la crise, avec une appropriation collective assez inédite pour un de ces chiffres, que ce soit des chercheurs, des particuliers, des journalistes, des instituts, se sont mis à mettre en graphique ces chiffres, à se livrer à des comparaisons internationales ou entre les régions des pays. Et on avait un genre
de rendez-vous quotidien de l'annonce de ce chiffre par le ministre de la Santé, qui en faisait vraiment un fil conducteur. Pourtant, quand on se penche sur ce chiffre et quand on le connaît bien, on comprend qu'il y a une certaine méconnaissance de ses composantes et une méconnaissance du fait que les sources de données à ce sujet sont imparfaites, alors que ce chiffre a été le fil conducteur de l'information qu'on pouvait recueillir pendant cette période. Je vous fais très rapidement un petit point sur d'où viennent les données de mortalité en France et pourquoi elles sont difficiles à utiliser en temps réel. Le premier dispositif est celui qui permet de décrire la mortalité annuellement. C'est la remontée progressive des certificats de décès qui sont transmis à l'INSEE, puis à l'INSERM et à Santé publique France, avec un délai, le délai d'enregistrement à la mairie, puis de transmission dans tous les services, jusqu'à arriver à une publication dans des rapports. Ce délai fait qu'on ne peut pas utiliser immédiatement cette source de données conventionnelle, j'allais dire, pour renseigner une crise épidémique comme celle qu'on a vécue. La source de données qui a été utilisée est celle qui s'appelle CIVIC, c'est la transmission des décès qui sont survenus dans les hôpitaux liés à une crise sanitaire exceptionnelle. C'est une source qui a été mise en place suite aux attentats de novembre 2015 en France et qui permet de couvrir une activité hospitalière pour en donner une certaine alerte d'un niveau d'activité anormal à suivre. Donc l'objectif de cette source n'est pas vraiment de quantifier, mais plutôt d'alerter, si bien qu'on se retrouve avec une source qui ne couvre pas tous les décès, ne couvre que les décès de l'hôpital, et par contre qui est assez bien documentée sur des variables comme l'âge, le sexe ou l'existence de comorbidité. On s'est donc rendu compte en France qu'il manquait des informations sur les décès en EHPAD et compte tenu de l'impact sur les plus âgés, une transmission a été mise en place à travers le portail des événements sanitaires indésirables permettant de remonter cette information de décès dans les établissements médicaux et médico-sociaux, toutefois sans donner de précision quant au sexe ou à l'âge. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, voici les premiers chiffres qu'on a eus sur la crise du Covid, avec, on peut le voir par cette source donc CIVIC des décès hospitaliers, le fait que les décès étaient arrivaient massivement aux âges élevés, même si les hospitalisations et la réanimation concernaient de manière un peu plus équilibrée l'ensemble des âges adultes, on voit un effet massif sur les décès aux âges élevés et plutôt sur les hommes. Mais on s'interroge alors sur ce qui se passe en établissements médico-sociaux et notamment en établissement pour les personnes âgées. Dès lors, à partir de début avril, le bulletin épidémiologique hebdomadaire a commencé à publier ces chiffres. Mais on a pu remarquer très vite qu'il s'agissait de chiffres sans information, ni sur le sexe, ni sur l'âge, qui ne permet pas vraiment d'étudier les dynamiques de cette pandémie, comme je vais vous en montrer l'exemple dans un instant. La dernière source est celle qui passe par le CEPIDC et l'INSERM. Et ici, on a des données un peu plus précises, mais qui ne couvrent pas l'ensemble des décès. Il s'agit de la certification électronique qui permet une transmission plus rapide, mais qui concerne majoritairement les hôpitaux. Il y a aussi les chiffres que vous avez dû passer sur la surmortalité, qui montrent là aussi que les plus âgés et plutôt les hommes ont été plus touchés, mais il s'agit là aussi d'une couverture partielle des décès et dont on ne connaît pas la cause. En bref, si l'on veut parler de la crise sanitaire en termes de mortalité, eh bien, on se retrouve avec des sources de données imparfaites et c'est ce qu'on a voulu pouvoir éclairer sur le site qu'on a créé à l'INED et qui fournit des données pour aujourd'hui 14 pays en essayant de les produire par âge, par sexe et par lieu de décès avec toute l'information nécessaire pour en connaître la couverture. Si on revient sur la situation française, on avait cette publication, donc vous voyez ici, dans les tout premiers jours de la crise, des informations venant uniquement de l'hôpital, cette courbe-là, qui renseignait le nombre de décès cumulés. Et vous voyez qu'à partir de début avril, on a ajouté la mortalité dans les centres médico-sociaux, dont les EHPAD, qui font qu'effectivement, on a eu un accroissement considérable du nombre de décès cumulés à partir de l'intégration des EHPAD, assez considérable puisque sur le total, en fait, les décès hospitaliers représentent 61% des décès contre 39% en EHPAD. L'information française apporte un autre élément de compréhension important, c'est que sur ces 61 décès en hôpitaux,
12% sont en fait des résidents d'EHPAD qui sont morts à l'hôpital. Cette information est importante, pourquoi? Eh bien parce qu'on se rend compte que finalement, c'est 50% des décès totaux du Covid qui sont des décès de résidents d'institutions sanitaires et sociales. Ça fait un chiffre assez conséquent qui peut d'ailleurs être comparé avec des chiffres internationaux qu'on a ici, avec ici des chiffres pour l'Angleterre et le Pays de Galles ou pour les États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit se dessiner ici le fait que les dispositifs médico-sociaux des différents pays donnent une vision un peu différente des statistiques de décès qu'on peut recueillir. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître les champs et les champs de comparaison. Une autre analyse ici, c'est évidemment la mortalité par groupe d'âge, ici donc par les données fournies pour les décès à l'hôpital, qui sont les seuls que nous disposons stratifiés par groupe d'âge. Et donc, vous voyez cette pyramide assez impressionnante des décès survenus à l'hôpital. J'ai mis ici en contre-champ la pyramide des âges de la population totale. Donc, vous voyez la surreprésentation des décès parmi les âges plus élevés. Et en fait, si on répartit en termes statistiques, vous voyez que les 60 ans et plus représentent 24% de la population chez les hommes, 29% chez les femmes, et représentent pour autant 93% chez les hommes et 95% chez les femmes des décès par Covid. Le chiffre et le décalage entre part de la population et part de décès est encore plus fort chez les 80 et plus. Donc, il n'est pas surprenant de voir que si on rapporte les décès à la population totale, donc on donne un chiffre pour 100 000 habitants, le passage des 60 ans et plus aux 80 ans et plus montre un décalage énorme dans l'appréhension des taux de mortalité si on les rapporte à la population totale. Juste ici, très rapidement, on voit aussi que d'avoir ajouté à la population hospitalière qu'on peut désagréger par âge, celle des EHPAD, donc ici on a tout le monde, on voit qu'on a encore un cran au-dessus en termes de risque augmenté de mortalité en pouvant inclure la population des EHPAD. Une autre grande source de variation, c'est la variation territoriale. Comme vous savez, il y a eu des clusters. Et une manière intéressante de le voir pour le démographe, c'est de voir que Île-de-France et Grand Est, qui représentent respectivement 18% et 8% de la population totale, représentent à elles seules, ces deux régions, plus de 60% des décès par Covid. C'était mi-avril, mais les structures restent assez stables. Et là encore, des variations assez fortes dans l'exposition au risque de décéder par Covid quand on rapporte à la population totale, avec un risque très faible en Bretagne, un risque plutôt dans la moyenne dans les Hauts-de-France et un risque nettement plus fort en Île-de-France et en Grand Est. Alors bien sûr, ces informations sont intéressantes, mais elles sont que le début des analyses que nous serons amenés à conduire, parce que ces différences territoriales ou des différences sociales, comme on a pu en mettre au jour avec la surmortalité en Seine-Saint-Denis, eh bien doit être mis en relation avec d'autres indicateurs, d'autres connaissances et d'autres recherches. Et ici, à titre d'exemple, je vous ai mis une cartographie des années de vie avec des incapacités à 60 ans dans un article qu'on a réalisé avec des collègues qui sera bientôt publié. Et vous pouvez voir que les variations dans la prise en charge les répercussions et la prise en charge de la crise Covid doit être mis en lumière avec l'état de santé des populations. Donc vous pouvez voir sur cette carte, sans rentrer dans les détails, qu'elle est très variable d'un territoire à l'autre. Très variables aussi sont les manières dont on gère les besoins d'aide des personnes âgées au quotidien, hors crise. Et on voit ici, par exemple, la part des 60 ans et plus en France à être résidents des institutions, avec là encore des variations territoriales assez fortes qu'il faudra mettre en regard avec la manière dont la crise a pu toucher plus ou moins fortement certains départements. Ici, vous voyez aussi de manière tout à fait variable dans le territoire le pourcentage des 60 ans et plus qui sont aidés par des proches, avec là le besoin de comprendre quelles ont été les populations exposées à des interactions en EHPAD, à des interactions à domicile, avec des services ou avec les proches, pour avoir une bonne idée de comment ont pu se gérer ces risques de transmission de la pandémie. Encore un graphique pour vous montrer le besoin de mettre en perspective. Ici, ce sont les chiffres d'utilisation de soins de longue durée par les 65 ans et plus, ils viennent de la base de l'OCDE, dans différents pays que vous avez ici.
et qui font un petit peu écho à ce que je vous montrais tout à l'heure sur la mortalité selon le lieu de décès, hôpitaux ou EHPAD ou domicile. Et vous voyez qu'évidemment, ces chiffres-là, au niveau international, devront être mis en regard avec ce qui se passe en institution et à domicile. Très vite et pour conclure, excusez-moi, ça a coupé. Je voudrais juste donc revenir sur les conclusions qu'on peut en tirer. Bien, en termes de mortalité, il nous faudra bien sûr étudier la mortalité, la surmortalité. Il faudra surtout regarder la force et les faiblesses des données qui sont disponibles et regarder notamment avec les acteurs qui les produisent, qui les utilisent et qui les analysent, comment faire pour collecter de meilleures données. Et il faudra bien sûr à terme contextualiser, croiser et décomposer en regardant ce qui se passe dans nos recherches et ce qu'on pourra en dire. Donc pour conclure très vite, je dirais que la conjoncture a conduit finalement à opposer les âges de la vie et ça aussi c'est quelque chose qui a été marquant et dont il faudra analyser les effets. On a vu aussi qu'on amalgamait les situations qui sont pourtant très variées au sein des plus âgés et qu'il faudra probablement des données adaptées pour pouvoir avoir une vision plus précise au-delà de 80 ans notamment. On a vu aussi qu'on est passé de la crise sanitaire en termes d'organisation des soins à une crise économique et qu'il ne faudra pas laisser de côté les répercussions en termes de santé des personnes qui ont été touchées et qui ont survécu à cette maladie. Enfin, je voulais dire que les recherches au débeauté sur le Covid ne sont pas suffisantes et que nous avons dit dans cette note, encore une fois, qu'il était absolument essentiel de les appuyer sur un socle de recherche en SHS sur le vieillissement qui soit construit sur des ressources pérennes et structurantes et qui seules permettent une réactivité importante. Et enfin, pour vraiment conclure, je dirais qu'il faut ouvrir franchement cette fois-ci le dossier grand âge en abordant l'ensemble des dimensions et des conditions de vie des personnes âgées et peut-être pas seulement leur prise en charge ou le point de vue médical. Je vous remercie pour votre attention. Grand merci Emmanuelle Cambois. Moi, ce que j'ai, alors c'était une intervention, je pense, qui est très riche parce qu'elle nous invite à continuer à travailler sur l'ensemble des sources que nous avez indiquées. Moi, ce que j'ai retenu d'ici qu'on passe à certaines questions, c'est que finalement, ça nous amène à tempérer ce que peuvent être des visions, j'allais dire particulièrement noires, qui ont cours de l'impact de la crise sur les plus âgés. Les familles ont été présentes. Les solidarités de proximité, notamment de voisinage, semblent avoir fonctionné. Même si on pourrait peut-être revenir sur leur ampleur, parce qu'on est parfois allé un peu vite, mais il y avait beaucoup de données. Leur moral n'a pas été plus affecté que celui de la population générale. Il n'y a pas d'exclusion des soins. Il n'y a pas eu non plus d'exclusion de l'hôpital, parce qu'il y a parfois une vision aujourd'hui qui tend à s'installer, qu'il y aurait une rétention des personnes âgées atteintes du Covid dans les EHPAD, qui n'auraient pas eu accès à l'hôpital. Il y a parfois des termes très durs utilisés par des personnes du secteur. Pour autant, est-ce qu'on arrive à dégager aujourd'hui des données, notamment de comparaison internationale, le fait que les personnes âgées en EHPAD en France aient autant accédé que dans d'autres pays à l'hôpital, et avec ce qu'a permis l'hôpital, l'accès à la réanimation, l'accès à des soins performants, ou est-ce qu'elles ont eu moins accès en comparaison, sachant qu'on a toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire la part des personnes hébergées, et in fine, est-ce qu'aujourd'hui on peut battre en brèche cette idée de surmortalité dans les EHPAD français par rapport aux EHPAD de nos voisins européens, ou est-ce qu'il est trop tôt? Je pense qu'il y a deux questions. Il y a cette question très brûlante de l'accès aux soins et de l'accès à l'hôpital, à des soins performants, et il y a la question de est-ce qu'on a été plus mauvais élèves et avec des EHPAD finalement où il y a eu de la surmortalité par rapport aux autres pays. Ça, ce serait un peu mes deux premières questions. Alors, à la première, je répondrais, effectivement, les premiers chiffres ne semblent pas indiquer une différence extrêmement marquée dans les différents âges en termes de ressenti, par exemple, ou de contact avec les proches. Pour autant, dans le rapport des petits frères des pauvres, ils attirent bien l'attention sur la partie concernée par l'isolement et par les problèmes de ressenti et d'impact sur le moral. Donc, je pense que l'enseignement qu'on peut voir en regardant à travers les âges, c'est il n'y a pas nécessairement dans tous les domaines un impact plus fort chez les plus âgés. Pour autant, quand il y a un impact,
comment le gérer et comment il se révèle, puisque à côté de l'impact de cette situation, il faut voir qu'il y a parfois des situations de santé, des situations justement d'éloignement des familles et d'isolement qui peuvent en compliquer la prise en charge. Donc, en termes statistiques et de cadrage, peut-être que c'est une meilleure nouvelle que ce qu'on aurait pu craindre en termes d'isolement et d'impact. Pour autant, il va falloir attendre pour aller décrypter et comprendre les situations des personnes qui se sont, elles, trouvées en souffrance et de voir de quelle manière ces personnes ont pu manquer de l'aide ou de la solidarité qu'elles auraient pu avoir en d'autres circonstances, quels en sont les déterminants en fait. Pour votre seconde question, je dirais qu'effectivement, il faut attendre pour voir s'il y a eu surmortalité ou pas, s'il y a eu renoncement à adresser des personnes à l'hôpital ou pas depuis les EHPAD. Et l'une des grandes sources manquantes, c'est, comme j'ai essayé de l'expliquer ici, des données un peu plus précises en termes d'âge et de sexe des décès dans les EHPAD, pour qu'on puisse effectivement avoir une appréhension de la surmortalité par rapport à la mortalité habituelle, de la surmortalité en EHPAD par rapport à ce qui s'est passé à l'hôpital, et d'avoir une analyse tout à fait circonstanciée de ces différents niveaux. A priori, on voit qu'il y a une mortalité des résidents d'EHPAD à l'hôpital et qu'elle semble à peu près, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, dans une ampleur assez proche de ce qu'on peut voir habituellement. Mais il va nous falloir attendre que l'ensemble des informations soient disponibles et qu'on puisse avoir une analyse stratifiable par sexe et par âge pour avoir une appréhension beaucoup plus fine. Quant aux comparaisons avec l'étranger, on est là aussi dans une situation très complexe parce que si vous avez la curiosité d'aller sur le site de l'INED, sur la mortalité pour Covid, vous verrez que les champs d'études, les modes de remontée de l'information statistique, la manière dont est même défini le Covid et donc finalement l'ampleur des phénomènes peut varier d'un pays à l'autre et qui va être assez compliqué. Et il va falloir beaucoup d'attention aux sources des données pour pouvoir comparer l'impact de cette crise possiblement différenciée selon le pays. Alors, une question de Julien Damon qui vous demande, de votre point de vue, quelles sont les meilleures sources internationales pour suivre la pandémie? Est-ce que Johns Hopkins, c'est la bonne source? Alors, Johns Hopkins est une... C'est ce qu'on avait dans le monde, c'est ce qu'on a eu partout, Johns Hopkins. Hein, C'est ce qu'il y a eu partout et en fait, c'est probablement ce que nous avons sur notre site de l'INED aussi. Ce qu'il y a avec Johns Hopkins, c'est la définition du champ couvert par ces données. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec l'exemple des données françaises, à partir du moment où on a inclus les EHPAD, la donne n'était pas du tout la même. On a rajouté 39% de décès. Et il est vraiment important d'aller regarder dans les sources de données, et c'est ce que nous précisons justement dans le travail que nous avons fait, d'apporter avec les données leur couverture, de savoir s'il y a un problème de délai de remontée des données, un problème de retard dans l'enregistrement. Vous pouvez voir sur les données non lissées qu'après chaque week-end, on a un pic des décès parce que les données collectées et remontées chaque jour ne sont pas forcément les décès du jour. C'est la partie des décès du jour qu'on connaît et puis c'est les décès des jours précédents qui finissent par arriver dans le système d'information. Donc, il faut regarder avec précision tout ce qui se passe et il faut regarder avec prudence surtout quand on compare l'ampleur d'un pays ou un autre. Et la Belgique, par exemple, a particulièrement été montrée du doigt pour des chiffres assez importants de mortalité par le Covid, mais il faut savoir que c'est un des rares pays qui a englobé une définition très très large de décès liés au Covid, avec une définition de Covid présumé, qui fait qu'on rajoute, notamment dans les décès dans les EHPAD, une proportion de décès très forte, qui fait que leurs chiffres semblent un petit peu surestimés par rapport aux autres pays, mais parce que leur définition a été large et qu'il va falloir voir, une fois qu'on aura l'information sur les certificats de décès, dans quelle mesure on ne se rapproche pas finalement du bilan qui était jugé plutôt négatif de la Belgique, une fois qu'on aura pris des causes un peu associées, mais pas directement liées au Covid dans notre analyse des décès.
Alors, on va être amené à conclure, mais pour répondre, alors vraiment d'un point de vue technique, à deux de nos auditeurs, sur les décès Covid à la maison, nous, ce qu'on a compris, c'est que là, il faudrait être sur les certificats de décès. Et donc là, on va être sur une remontée qui va être beaucoup plus progressive, hein, avec une consolidation qui peut aller jusqu'à 1 an. Tout à fait. D'accord. Et les systèmes de modélisation ont été tentés, je crois, mais c'est assez compliqué parce que justement, nous ne savons pas de quelle manière remontent ces informations à domicile aujourd'hui et que ce ne sont pas des choses qu'on fait dans l'urgence, donc il faut être prudent pour le moment. Mais je pense que c'est un bon point à anticiper si on veut vraiment avoir un dispositif de surveillance au quotidien. Il faut avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe à domicile, notamment parce que la proportion de personnes âgées vivant à domicile est encore extrêmement majoritaire, y compris dans les plus grands âges. Donc, il est important. Même chez les centenaires, ce qu'on oublie souvent, même à 100 ans, on vit d'abord chez soi avant d'être en EHPAD. Et puis, est-ce qu'il y a des données spécifiques sur l'outre-mer? En un mot, oui, non? Oui. L'outre-mer est compris dans ces données, oui. Très bien. Bah, écoutez, Emmanuel Cambois, vraiment, je vous remercie. En plus, je sais que c'était une journée qui n'était pas évidente pour vous parce que vous devez rejoindre à 15h30 un jury international et vous connecter avec les États-Unis. Donc, vraiment, merci de vous être rendu disponible. Et on va laisser sans plus attendre la parole à Jérôme Guedj. Si Jérôme Guedj est bien avec nous. Je suis avec vous. Formidable. Donc, je pense que forcément, l'exposé précédent vous a intéressé. Je sais que vous aviez échangé avec Emmanuel Cambois en amont sur sa présentation. Et je pense qu'on a l'opportunité de pouvoir un peu mieux partager et les diagnostics que vous avez formulés et les recommandations que vous avez formulées dans le cadre des rapports. Parce qu'il y a plusieurs rapports dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par Olivier Véran et aussi sans doute des perspectives à plus long terme sur les enseignements à tirer. À vous, Jérôme Guedj. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à échanger. Je crois que dans la période, en effet, il faut d'abord avoir ce retour rétrospectif pour comprendre ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et puis surtout, comme le disait Dominique Libaud dans son propos introductif, pour saisir, et c'est pas cynique, après malheureusement les chiffres qui ont été mentionnés sur la mortalité, mais saisir ce moment très particulier pour que on puisse enfin avancer sur les questions relatives au grand âge et à l'autonomie. Alors moi, mon propos reviendra bien évidemment sur la mission qui m'a été confiée le 24 mars par Olivier Véran, mais je vais essayer de m'inscrire dans l'exercice auquel vous nous invitiez, c'est-à-dire d'abord comment on a saisi ce moment, qu'est-ce qu'on en a compris, et puis est-ce qu'il y avait des choses évitables et si des événements de cette nature, à commencer par tout simplement une deuxième vague ou une prolongation des conditions du confinement se survenaient, comment on serait amené à réagir. Alors, moi, mon propos, après la précision des chiffres précieuses d'Emmanuel Cambois, est forcément plus impressionniste, pour une raison simple et qui a été mentionnée d'ailleurs par Emmanuel Cambois. Cette crise, on l'a tous dit, est un formidable, triste, mais formidable miroir grossissant de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas dans notre système d'accompagnement du grand âge, que ce soit à domicile ou en établissement. Et dans cette palette d'outils, les services à domicile, la nature des établissements, les EHPAD, leur relation avec le milieu sanitaire, avec les hôpitaux, la qualité des filières gériatriques, autant de questions qui sont sous-jacentes à tout ce qui a été évoqué. Il existe, je vais être un peu abrupt, mais c'est pour stimuler la réflexion, une sorte d'impensé, de trou dans la raquette récurrent, qui était cette question de l'isolement des personnes âgées. Quand Olivier Véran, dans les échanges que j'ai eus avant que démarre ma mission, me dit « mais sur quoi est-ce que tu penses qu'on a besoin de mettre l'accent ?» et lui-même d'ailleurs pose très vite cette question, c'est qu'en fait, évidemment, on se rend compte que cette question du confinement va rendre incontournables les sujets relatifs à l'isolement. Ceux qui préexistaient, des personnes âgées vivent isolées dans le pays en routine toute l'année, hiver comme été. Et donc, il y avait une inquiétude s'agissant de ces personnes-là, en se disant, est-ce que le confinement va exacerber leur situation d'isolement avec des risques délétères? Et pour vous parler très franchement,
nous avions tous présent à l'esprit une inquiétude au regard des incertitudes qui existaient sur la nature de la pandémie, de savoir, pour être là aussi très abrupte, est-ce qu'on allait revivre une situation canicule 2003 où, à la fin du pic caniculaire, malheureusement, on a découvert, il n'y a pas d'autre mot, des personnes âgées isolées, décédées ou en très mauvais état à leur domicile parce que aucun lien social, aucun contact, aucun accès au système de soins, et que c'était une sorte d'inquiétude qui surdéterminait, en tous les cas, qui a été très présente à ce moment-là. Donc, il y avait cette situation des personnes, je serais tenté de dire, déjà isolées, et donc les conséquences du confinement sur elles, et puis, bien évidemment, le fait que le confinement allait plonger dans des situations d'isolement des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude d'être, tout simplement pour les raisons inhérentes à la rupture des liens de voisinage, des liens sociaux, des liens de vie associative, des liens familiaux, des commerçants, etc. Et donc, quand je dis tout à l'heure « trou dans la raquette », c'est que ces questions relatives à l'isolement, disons-le, étaient un peu le parent pauvre des politiques publiques relatives au grand âge et l'autonomie. Pour des raisons assez évidentes, c'est compliqué. La solidarité, la lutte contre l'isolement, le lien social, l'altruisme, la bienveillance, c'est des concepts qui parfois ne procèdent pas de l'organisation par des politiques publiques. C'est une vraie difficulté, mais en tous les cas, la réalité, c'est que au préalable de cette crise, pas de connaissances fines et en réalité, il y a la fonction tribunicienne, et Emmanuel Cambois l'a rappelé, chaque année depuis 4 ans, les petits frères des pauvres jouent très largement ce rôle d'interpellation de la puissance publique en se disant « regardez ce sujet, il existe, il est incontournable », avec y compris des chiffres tonitruants qui sont livrés au débat public, 1 million de personnes isolées, 300 000 en situation de mort sociale, c'est le terme qui est utilisé par les petits frères des pauvres, mais qui renvoie, et c'est déjà la première des difficultés, et peut-être le premier des enseignements, au fait que ces phénomènes d'isolement sont peu documentés, peu observés, peu étudiés, et je ne peux que souscrire à la conclusion d'Emmanuel Cambois sur la nécessité d'intensifier la documentation, d'objectiver ces travaux de recherche, ne serait-ce que de produire une sorte de consensus sur la définition de ce qu'est l'isolement social. On dit souvent que c'est la rupture des liens avec les 4 cercles relationnels existants auprès des personnes âgées, c'est-à-dire le cercle familial, le cercle du voisinage, le cercle de la vie associative, et forcément à ce moment-là je vais en oublier un, je vous ai dit voisinage, cercle, bon ça va me revenir, les voisins, pardon, et le cercle amical bien évidemment, les amis, la famille, les voisins, et puis la vie associative, c'est-à-dire la construction de relations d'interaction sociale. Mais très sincèrement, voilà, il y a quelques enquêtes ponctuelles, et je pense que dès l'instant où on veut que ça devienne davantage un sujet de politique publique, il faut d'abord mieux le documenter, mieux le définir, pour mieux se l'approprier, et j'espère que ce sera, en tous les cas, ça fait partie des recommandations que moi j'ai formulées. Donc, vous avez mentionné les différents rapports, je fais juste une petite parenthèse. Donc, moi j'ai fait un premier rapport assez rapidement, donc dès le 8 avril, dans vraiment la gestion de crise au cœur du confinement, avec toute une série de propositions, j'y reviendrai incidemment dans mon propos. J'ai fait un deuxième rapport, là, qui est au cœur de nos problématiques, le 18 avril, à la demande d'Olivier Véran, pour alléger et faciliter le retour des familles dans les EHPAD après la mesure prise le 11 mars d'interdiction des visites des familles, puis la mesure prise le 26 mars de confinement dans les chambres. Là aussi, je vais y revenir. J'ai fait un troisième rapport qui, lui, a été demandé par Jean Castex dans la préparation du déconfinement avant le 11 mai pour attirer l'attention sur les problématiques spécifiques à la demande faite aux personnes âgées de s'auto-confiner sur la base du volontariat, dès l'instant que la mesure coercitive un temps envisagée a été écartée. Donc ça, c'est les 3 rapports qui ont déjà été transmis. Nous avons produit par ailleurs, en déclinaison d'une des propositions, un guide méthodologique qui va être rendu public dans quelques heures, j'espère, à destination des acteurs locaux, communes, associations, pour créer ce que j'ai appelé
c'est un peu pompeux, des coopérations locales de veille contre l'isolement social des âgés, VISA, hein, il faut toujours créer un acronyme, en voilà un supplémentaire, mais sinon ça faisait un peu trop long. Et puis enfin, un dernier rapport qui m'a été demandé là aussi par Olivier Véran, qui est plutôt les enseignements, et puis surtout la feuille de route, et c'est sur quoi je vais insister dans un instant, sur sortie de la situation de crise, qu'est-ce que pourrait être la structuration d'une politique publique de lutte contre l'isolement, parce que, je le redis, elle ne préexistait pas, elle était le fait beaucoup d'acteurs associatifs, et que, par exemple, aujourd'hui, dans l'appareil administratif de l'État, il n'y a pas d'entité administrative spécifiquement identifiée comme étant responsable de cette lutte contre l'isolement. Et cette difficulté, d'ailleurs, on la retrouve y compris sur le terrain, avec des situations très disparates, d'un CCS à l'autre, d'un conseil départemental à l'autre, d'une CARSAT à l'autre. Donc ce sujet était à bas bruit. La première conséquence de cette crise, parce que tout le monde a expérimenté ces situations d'isolement par son propre confinement, et dans le prolongement d'ailleurs de ce que Dominique Libaud avait indiqué dans son rapport l'année dernière, c'est que si on a une réflexion sur une réforme grand âge et autonomie, la question de l'isolement ne pourra plus être le supplément d'âme, la petite brique qu'on rajoute pour se donner bonne conscience en dernière intention, mais c'est un élément transversal, aussi essentiel que les questions de restructuration du modèle des EHPAD, modernisation de la tarification dans les services à domicile, prévention en matière de déterminants de santé, etc. Pour la simple raison, et c'est directement en lien avec la thématique évoquée aujourd'hui, c'est que l'isolement, au-delà même de la situation de la crise, il était un facteur inquiétant ou aggravant s'agissant de la crise, mais il est en routine, là pour le coup c'est documenté par tout le travail des gériatres, il est clairement identifié comme un des facteurs de causalité de la perte d'autonomie. Et donc, si on est dans une logique d'une politique de grand âge et de l'autonomie, dont un des objectifs, espérons-le, sera d'être, il faudra l'être curatif, mais surtout préventif. Et donc, dans les politiques de prévention de la perte d'autonomie, la question de la lutte contre l'isolement devra être clairement identifiée. Alors, avant de se... Si on revient dans la crise, si on revient au moment de la crise, si vous me permettez, est-ce que vous tirez finalement la conclusion que on a trouvé le bon équilibre, au sens le seul équilibre possible entre liberté, lien social et protection, qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Très sincèrement, à l'évidence, la réponse est non. Parce que là, ça renvoie directement. Alors, il y a deux situations qui sont très distinctes. Il y a comme toujours celle qui est sous contrôle, si j'ose dire, identifiée, visible, c'était les 600 000 résidents d'EHPAD, avec l'inquiétude de la propagation du virus dans ces établissements. Et cette décision qui, c'est pour ça que j'ai répondu aussi franchement, à l'évidence, ça n'a rien de satisfaisant que d'imposer une mesure de privation de liberté dans un arbitrage classique entre sécurité et liberté. Il faut d'ailleurs, et ça fera partie à mon avis dans le retour d'expérience, revenir d'ailleurs sur la genèse, sur l'acceptation y compris sociale de cette mesure. Il faut se rappeler que la mesure, quand elle est prise le 11 mars, est une mesure, la première, c'est une mesure d'interdiction des visites des familles dans les établissements, avec l'argument sanitaire qui est qu'il faut que, à l'époque on disait, il faut essayer de mettre sous cloche les établissements et d'éviter que le virus ne rentre, parce que la nature des résidents accueillis dans les EHPAD les exposait, tous les chiffres ont été rappelés, mais il fallait bien se rendre compte qu'on les découvrait d'une certaine manière au fur et à mesure, le R0 dans les établissements, la vitesse de propagation. Bon bref, il ne fallait pas que le virus rentre dans les établissements, et cette mesure était la plus simple d'une certaine manière à prendre. C'était une mesure que d'aucuns peuvent qualifier d'hyperprotection infantilisante, mais que d'autres vont dire elle était nécessaire parce que, alors je ne sais pas qui et comment pourra faire, parce que c'est une des questions que vous avez posées, est-ce que la mesure était pertinente, est-ce qu'elle a été efficace? Ça va être un des sujets de polémique au regard des conséquences et du retentissement qui était d'un côté, est-ce que ça a été efficace pour empêcher que le virus rentre, alors qu'au même moment on avait des salariés qui entraient et qui sortaient dans les établissements.
dont le niveau d'équipement en équipement de protection individuelle eh bien, a été conditionné par la disponibilité, en l'occurrence des masques, des boulouses, des charlottes, etc. Et qu'on ne va pas se mentir, il y a eu incontestablement des salariés, des personnels intervenant dans les EHPAD qui ont contaminé à l'intérieur les résidents. La situation extrême de mise sous cloche très sympathique, très altruiste a été ces quelques EHPAD qui ont décidé de s'auto-confiner eux-mêmes, mais ils se comptent sur les doigts de deux mains maximum à l'échelle des 7200 établissements en France. Je ne sais pas s'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'établissements au total qui ont pris la décision, qui était la mesure la plus, pour le coup, protectrice, c'est-à-dire plus personne ne rentre et plus personne ne sort, ce qui veut dire que donc l'ensemble des personnels restent dans l'établissement et qu'il y avait donc là, pour le coup, une totale étanchéité. Donc c'est une doctrine de résilience, je ne sais pas comment la caractériser, c'est-à-dire qui s'est adaptée à la disponibilité et aux moyens, qu'il s'agisse des équipements de protection individuelle ou qu'il s'agisse des tests, et qui, de l'autre côté, donc ça c'était le bénéfice attendu, ne pas avoir l'entrée du virus du Covid dans les établissements avec la dimension d'hécatombe quand ça survenait, et de l'autre côté, le retentissement pour ceux des résidents à qui on imposait une privation de la liberté d'aller et de venir, et puis surtout, pour reprendre les termes des médecins et des gériatres, des conséquences en termes, alors on appelle ça désinvestissement ou syndrome de glissement assez connu, c'est-à-dire dépression, dénutrition, perte de mobilité, donc avec un retentissement somatique et psychologique évident pour l'ensemble des personnes, et donc cette interrogation à un moment donné, qui était, et j'en parle d'autant plus facilement que quand cette mesure a été prise, je n'avais pas encore été missionné, je m'étais exprimé dans un excellent journal qui s'appelle Le Point, en disant veillons à ce que ces personnes ne meurent pas d'ennui et de solitude du fait de cette mesure générale, certes généreuse dans son intention, mais extrêmement brutale. Il y a eu une responsabilité qui a été prise, et je redis ce que je disais tout à l'heure, cette mesure n'a aucune base légale, à ma connaissance. C'est-à-dire que il n'y a pas de faculté juridique à interdire, et elle n'a pas d'ailleurs donné lieu à une décision, ce qui aurait pu être le cas au titre de l'article 31-31, qui est le dispositif en état d'urgence sanitaire. C'est donc que d'une certaine manière, il y a eu une acceptabilité du corps social. Et tous les directeurs d'EHPAD, les professionnels, les médecins coordonnateurs, les infirmières, les aides-soignantes avec qui j'ai pu échanger dans la période ou depuis, nous disent que, en tous les cas, à cette date-là, au 11 mars, cette mesure, elle est acceptée, en tous les cas, par les familles. C'est-à-dire qu'ils comprennent que ce principe de précaution, ils sont extrêmement inquiets pour leurs proches, et il y a une vraie acceptation. Et c'est que plus on avance dans la crise sanitaire, et plus on comprend d'ailleurs qu'elle n'est pas uniforme, homogène, qu'à la mi-avril, la question se pose de est-ce que c'est pertinent d'imposer la continuité de cette mesure dans des régions de France où il n'y a pas un cas de Covid à 10 km à la ronde, où l'environnement hospitalier n'est pas situé. Bref, comment on distingue la situation entre le Grand Est et l'Île-de-France, qui ont été les cœurs du cataclysme, et puis Mont-de-Marsan ou Plougastel, où les situations étaient bien moins problématiques, et le temps passant, au bout de 6 semaines, ces inquiétudes-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a fait un exercice de conciliation. Donc moi, j'ai été sollicité à ce moment-là, et on a mis en place ce protocole. Alors, dont on va nous dire qui a donc été mis en place dès le 20 avril, et puis à nouveau allégé quelques semaines après, au mois de mai, mais autour d'un principe. Et encore une fois, c'est cette conciliation qui est un dilemme terrible. Et moi, je me rappelle des discussions avec Olivier Véran à ce moment-là, notamment puisque je l'avais rejoint au moment où la deuxième étape de la mesure a été prise, qui était, elle, le confinement en chambre. C'est-à-dire, là, l'idée de se dire, il faut, puisque le virus peut circuler, y compris parfois dans certains établissements, éviter le contact avec les autres résidents. Et donc là, on imposait une distanciation sociale, physique, relationnelle, alors qu'il n'a pas... il y a parfois eu une présentation, qu'on va dire, un peu très anxiogène. Dans le même temps, il y a eu la souplesse d'adaptation de beaucoup de directeurs, de beaucoup d'équipes pluridisciplinaires, où il y a eu toute une série, ce que je notais dans le rapport que je faisais. On s'est appuyé de l'expérience de ces acteurs, avec maintien d'activités collectives, avec maintien de prise de repas en commun, mais pour ne pas être trop long, c'est forcément très dégradé
c'est forcément pas satisfaisant. Et de toute façon, il va falloir qu'on se pose la question pour la suite. Parce que c'est la petite remarque que je veux faire, parce qu'il faut toujours regarder en prenant un peu de recul. Cette crise, quand même, elle a cette vertu première, dans le maelstrom de mauvaises nouvelles et de drames et de désespoir, c'est qu'elle a remis les fragilités et les vulnérabilités au milieu du village. C'est-à-dire que, et alors je le dis, on a été capable de le faire, je ne suis pas sûr que ce soit reproductible, si jamais il y avait une deuxième vague. Mais le pays s'est arrêté, l'économie a été congelée pour protéger les plus fragiles et essentiellement les personnes les plus âgées, dans une sorte de consensus assez spontané que personne n'a remis en question. Alors peut-être que, c'est pour ça que je dis, c'est pas sûr que ce soit reproductible. On a bien vu déjà les débuts de polémique des uns et des autres qui disent est-ce qu'on n'en a pas trop fait pour protéger des personnes aux âges avancés? Et ça qui renvoie à un débat plus global, qui est quelle est l'intensité de la protection et de la préservation que nos sociétés consacrent par le système hospitalier, par le système sanitaire, par le système médico-social, et donc y compris de la ressource, y compris budgétaire, dans un débat, dans un moment de raréfaction. Et donc, moi, je ne suis pas surpris de voir, je pense que ce débat va aller croissant. La bonne nouvelle, je le redis, c'est qu'il y a eu ce choix, conscient ou inconscient, de préserver les plus fragiles. La deuxième bonne nouvelle, là, je vous ai beaucoup parlé des EHPAD, c'est que s'agissant des personnes à domicile, où là, il y avait une grande part d'incertitude et d'inconnu, je l'ai mentionné tout à l'heure, et les données qu'a rappelé Emmanuel Combois le confirment, même si là aussi on est dans quelque chose d'assez impressionniste. Et je veux pas. Les choses se sont globalement, je vais mettre beaucoup de guillemets, globalement bien passées. C'est-à-dire qu'au début de la crise, je vous disais tout à l'heure, on ne savait pas comment on allait sortir 2 ou 3 mois après. Nous n'avons pas eu des situations de personnes isolées, à domicile, abandonnées, sans accès à la nourriture, sans accès aux soins, sans relation. Au contraire, toutes les premières enquêtes, Coconel qui a été mentionné ou l'enquête qui a été faite par les petits frères des pauvres, confirment que il y a eu même plutôt un surcroît d'aller vers, de prendre soin. Et il faut quand même le dire, c'est aussi une bonne nouvelle dans le pays. Hors de tout cadre public, le plus souvent, il y a eu les manifestations de solidarité qui fait que, voilà, moi je suis allé voir mon voisin du dessous pour prendre de ses nouvelles à travers la porte, lui demander s'il avait besoin de faire des courses. Et c'est la multiplication de ces gestes individuels de solidarité, puis de ceux ou concomitamment mis en place par les associations, avec là aussi une vague, un élan de solidarité. La réserve civique qui a été créée à ce moment-là, donc le site jeveuxaider.gouv.fr, c'est plus de 300 000 personnes qui se sont identifiées, en plus de ce qui se pouvait faire naturellement hors de tout cadre comme voisins, etc. Mais pour dire, je suis prêt à m'engager dans des associations. Et comme les missions qui étaient proposées sur cette réserve civique, c'était pour moitié des missions de lutte contre l'isolement, voilà, plus le travail. Donc j'ai parlé des associations, la Croix-Rouge, Mona Lisa, les petits frères des pauvres, on peut, voilà. Et un autre acteur qui a été absolument fondamental dans la période, parce que ces questions de vieillissement et donc d'isolement s'inscrivent d'abord et avant tout dans des territoires de très grande proximité. C'est la figure des maires, c'est la figure des CCAS, c'est la figure des élus locaux, des personnels municipaux, où là, l'agilité, la souplesse a permis, alors avec des situations très disparates, hein, d'une ville à l'autre, mais qui d'organiser des campagnes d'appels téléphoniques en prenant la liste électorale, le registre canicule ou n'importe quoi. D'ailleurs, je parlais avec des dizaines de maires pendant la période. Ils me disaient, voilà, ils avaient également cette inquiétude, notamment pour ceux des maires qui avaient vécu la période 2003, et ils étaient vraiment dans une logique d'aller vers. Ce qui d'ailleurs renvoie à une question qui nous intéresse aussi pour la suite. C'est aussi un des révélateurs de cette crise, puisqu'on est dans des logiques d'aller vers, de prévention. C'est la question de comment est-ce qu'on repère les fragilités. Ce qui, à mon avis, est un des sujets centraux dans une future réforme grand âge et autonomie. Au nom de ce que je vous disais tout à l'heure, si l'intérêt, c'est certes d'accompagner les gens en situation de perte d'autonomie, mais surtout de prévenir la perte d'autonomie et faire en sorte que des personnes qui sont fragiles, hein, vous connaissez le triangle de la robustesse, fragilité, perte d'autonomie, il y a une fragilité inhérente, incontournable, liée à l'avancée en âge. L'objectif des politiques publiques, qui sont celles des transports, de l'adaptation du logement, du lien social notamment, de la prévention, c'est de faire en sorte que les gens qui sont fragiles meurent fragiles et ne soient pas en situation de perte d'autonomie. Or, pour le faire, ça suppose de repérer les fragilités. Et là, c'est pareil. Dans la période, de quoi on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, un fichier, pardonnez-moi l'expression, des fragiles vivant sur un territoire. Pourtant, c'est ça que de manière très bricolée,
ces acteurs locaux, les associations, les maires, les conseils départementaux ont essayé de faire en voilà, tel bailleur social qui a fait son fichier ad hoc en disant voilà, les gens de plus de 75 ans qui vivent tout seuls, j'estime qu'ils sont dans une présomption de fragilité. Donc, ils ont passé un coup de fil. Les mutuelles ont passé. Moi, j'adorerais, si j'ai le temps, identifier les millions de coups de fil institutionnels qui ont été passés par les CCAS, par les mutuelles, par les bailleurs sociaux, par les caisses de retraite. Il y a eu toute cette démarche d'aller vers. Dans 90% des cas, les gens, d'ailleurs, peut-être à la fin, ils disaient « mais arrêtez de m'appeler, j'en ai marre, tout va bien ». Mais on retrouve, et c'est le sujet aussi, une forme de révélation, on a ces 8 à 12%, je suis incapable de le quantifier, mais de personnes, on le voit dans l'enquête Coconel, on le voit dans les petits frères des pauvres aussi, qui estiment qu'en dépit de ce surcroît, il n'y a pas eu, il a manqué quelque chose et que ça a été un vrai moment anxiogène, sans rupture fondamentale. Et on retrouve d'ailleurs peu ou prou ces 8 à 10% de personnes qui sont isolées tout au long de l'année et pour lesquelles le facteur a été aggravant. Ce qui m'amène, parce que je ne veux pas être trop long et je pars un peu dans tous les sens, mais à pointer que dans cette période, je vous ai parlé des élus locaux, je vous ai parlé des associations, je pourrais parler bien évidemment des aidants, et c'est aussi une des interrogations, ces aidants familiaux, ces proches aidants, dont le dilemme était aussi terrible, qui était de savoir est-ce que je maintiens le lien social, mais avec le risque d'être contaminant. Donc on a eu une somme de décisions bénéfices-risques prises par les uns et par les autres, qui est assez vertigineuse. Mais je ne veux pas oublier un autre acteur, parce que, et ça m'intéresse y compris pour la suite, c'est qu'en réalité, dans la période, une grande partie de ceux qui ont été déterminants dans la lutte contre l'isolement, c'est les professionnels du soin et de l'accompagnement. Parce qu'ils ont maintenu leur activité. En EHPAD, on peut avoir un environnement relationnel. De fait, on est en contact avec des gens qui viennent compenser un isolement social. Des directeurs d'EHPAD me disaient, mais il y a des familles qui rouspètent en disant qu'on ne peut pas venir visiter, mais ils rappellent le chiffre habituel qui est qu'ils estiment entre 20 et 35% des résidents d'EHPAD qui ne reçoivent jamais de visite familiale et pour lequel la question désormais est de comment est-ce qu'on maintient du lien social dans le cadre professionnel. Ce qui pose d'abord deux questions pour la suite, c'est de dire que, et c'était déterminant dans la période de la crise, pour qu'il y ait maintien du lien social, il faut d'abord qu'il y ait maintien du lien professionnel. Je vous rappelle qu'au plus fort de la crise, on a eu des sacrées inquiétudes pour savoir s'il y allait avoir maintien du lien professionnel, parce que des aides à domicile n'allaient plus, soit de leur propre décision, soit parce que les personnes ne voulaient plus qu'elles franchissent la porte de leur domicile, non sans raison, du fait des inquiétudes, et qu'en établissement, à quelques endroits, on a été au bord de la rupture, à tel point que, j'en profite pour à nouveau remercier Dominique Libaud qui m'a accompagné dans cette mission, c'est un des enseignements pour la suite. De la même manière qu'il existe une réserve sanitaire pour le secteur hospitalier, on s'était rendu compte qu'il n'existait pas de réserve médico-sociale qui pouvait permettre d'aller chercher des ressources existantes en ville, dans les autres établissements sociaux, médico-sociaux, dans les collectivités locales, pour venir compenser des personnels, un cuisinier, un agent d'entretien qui était plus présent dans l'EHPAD. Donc la première chose, et un des premiers messages pour l'avenir, c'est de dire qu'au cœur des métiers du soin et de l'accompagnement, cette mission de maintien du lien social et de lutte contre l'isolement, là pareil, ça ne doit pas être un supplément, c'est une des fonctions liées à cette mission. Oui, je vous en prie, je vous laisse conclure. Juste la deuxième chose, c'est que ces acteurs-là professionnels, ils ont aussi probablement besoin d'être soutenus toute l'année, et encore plus, on le voit dans ces moments de crise, mais là aussi, si les choses avaient préexisté à la crise, elles auraient mieux fonctionné par un deuxième cercle, qui est un cercle bénévole, associatif, qui doit pouvoir venir et appuyer, que ce soit les professionnels des EHPAD ou les professionnels des secteurs des services d'aide et d'accompagnement à domicile, ce qui permet aussi d'avoir une implication citoyenne, c'est le rôle de Mona Lisa et de plein d'associations, dans la lutte contre l'isolement. Voilà. Jérôme Gued, je crois qu'on vous a vraiment entendu sur tout le potentiel de cette crise. Je crois qu'on a tous les acteurs qui connaissent le secteur, ça qu'il y a eu énormément d'agilité, énormément de réactivité. Quand même sur un point, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur la fonction présentielle dans le webinaire de demain, mais encore plus celui de jeudi, qui est cette dimension vraiment de présence, de lien social, qui est très portée par Dominique Libaud, qui est aussi présent parmi la professionnalité, qui est défendue par Myriam Khomri, elle interviendra à nouveau jeudi, et ainsi que Marianne Monchamp.
et qui pense vraiment les politiques de l'autonomie avec cette composante vraiment à part entière. C'est une des dimensions, c'est présentiel. Sur la question du consentement, et pour faire le lien, une réponse courte, pour faire le lien avec l'intervention de Michel Delaunay, quelles sont les démarches substantielles ou la matérialité de la recherche de consentement ou de consultation des conseils de la vie sociale que vous avez pu constater ou ne pas constater dans le cadre de votre enquête de terrain et de vos auditions? Je vous disais tout à l'heure que cette crise, c'est le miroir grossissant de ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Avant la crise, la question 1 du consentement, de l'inclusion, du recueil de la parole des personnes âgées dans les établissements ou même à domicile est problématique. Et donc, dans ce moment-là, elle a souvent été balayée. Et donc, c'est assez intéressant de constater qu'à plusieurs endroits, là où il y avait des conseils de la vie sociale qui existent, qui ont une expertise, une habitude, un espace d'interpellation, les solutions ont pu être co-construites. Mais la réalité, c'est que il n'y a pas eu d'état d'âme là dans la période. Je vais vous prendre qu'un seul exemple. Le Conseil national consultatif d'éthique, il a été saisi 5 jours après la décision d'interdiction des visites des familles dans les établissements. C'est-à-dire qu'il y a eu l'urgence de la situation qu'a commandé, et après, il y a eu le questionnement éthique, ce qui renvoie d'ailleurs aussi à un autre sujet qui m'intéresse pour la suite. C'était vrai sur les autres questions que vous avez mentionnées, sur l'orientation vers les filières gériatriques, les liens avec l'hôpital, l'accès aux soins dans l'établissement. Le moment y compris, on a eu des grosses inquiétudes sur l'accès aux soins palliatifs dans les établissements, la culture des soins palliatifs, l'accès aux molécules de sédation profonde dans les établissements. Tout ça, tout ce qui était faible auparavant a été encore plus faible dans la période. Et donc, si on ne voit pas si on ne reprend pas un par un tous les sujets que je viens de vous mentionner, et d'ailleurs, je pourrais même en ajouter un que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on a vu des disparités. Ceux des établissements qui avaient une culture numérique, des tablettes, du Wi-Fi connecté, l'habitude de trucs. Je dis pas que c'était idéal, mais ça a été moins pire qu'à d'autres endroits où il a fallu bricoler en urgence avec le smartphone de l'aide-soignante et le partage de connexion avec bon. Donc ces sujets-là, il faut les reprendre un par un et considérer que en temps normal, ils ne sont pas bien adressés et cette crise les a surlignés. Et la question du consentement, la question de cette inclusion, de cette parole citoyenne de la personne âgée, de son anticipation, etc., elle était quand même très absente. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'hyperprotection un peu infantilisante. Ça questionne aussi le modèle de l'EHPAD. S'agissant des EHPAD, vous allez en parler demain avec… On va en parler demain. Et forcément, c'est révélateur de sa sous-médicalisation et puis aussi de son positionnement, de sa relation avec les familles. Donc, on y reviendra demain. Je crois qu'on a vraiment entendu qu'on a abordé cette crise avec les forces et faiblesses de nos politiques de l'autonomie et la situation du grand âge. C'est un révélateur et c'est aussi, ça ouvre beaucoup de potentialités. Je pense que sans attendre, on va laisser la parole à Michel Delaunay, parce que Michel Delaunay a été une voix importante, forte pendant la crise. On sait à quel point ces questionnements sur l'éthique et l'approche sociétale de la place des aînés, des plus âgés dans la société lui importe, à quel point elle a réfléchi, à quel point elle a porté des actions à Mona Lisa, l'adaptation de la société au vieillissement. Donc Michel Delaunay, on vous écoute. Vous êtes avec nous. Eh bien, en effet, je vais aborder certains de ces points, mais permettez-moi, pour faire le lien avec toutes les belles choses qu'a dit Jérôme, de dire que cette mobilisation nationale publique contre l'isolement des âgés, que Jérôme, comme moi, appelle de ses voeux, avec en tête une sorte de ministère de la solitude, comme c'est le cas au Royaume-Uni, eh bien, il a existé en 2013 et 2014, mais malheureusement, après le changement de gouvernement, certaines associations ont voulu retravailler à leur compte. Et il est très difficile de réunir des associations, surtout quand c'est leur image de marque. Mais cette mobilisation nationale, ce ministère de l'isolement est indispensable. C'est pas forcément un ministère, mais c'est un lieu, une action publique qui ne dépend pas du bon vouloir de Pierre et de Paul et qui correspond à des règles. Celles-ci déjà avaient été édictées. Vous m'avez confié un sujet absolument terrible, mais auquel il est présomptueux de vouloir répondre,
je vais pourtant bien sûr tenter, c'est les enseignements éthiques et les enseignements sociétaux que nous avons à tirer de la crise du Covid. Et vous allez voir, ces enseignements, ces réponses sont bien souvent des questions. Alors, je sais qu'il y a un autre webinaire concernant l'évolution des EHPAD, mais on ne peut pas, sur la question éthique, les passer sous silence. Vous savez, l'EHPAD est un concept assez ambigu, d'ailleurs extrêmement récent, puisque le mot lui-même date de 2002. Ce qu'il veut dire, ce mot d'EHPAD, le fait même des EHPAD, est lié à l'évolution de la société, de la longévité, du logement, etc. Mais il doit continuer d'évoluer et la crise du Covid nous montre qu'il doit franchir des pas très importants. Et première chose, cet EHPAD, nous l'avons dit, est un concept ambigu avec à la fois, c'est un lieu de vie, bien sûr, c'est un lieu de soins, bien sûr, mais c'est aussi, et j'oserais presque dire surtout, un lieu de fin de vie. Et est-ce que ce concept si fondamentalement éthique de fin de vie est-il mené à son meilleur point dans les EHPAD? Très clairement, et ce n'est pas du tout une critique des EHPAD, c'est une voie pour qu'ils soient plus en phase avec ce qui vient de se passer ou avec ce qui risque de se passer. Premier point éthique, les EHPAD sont-ils, en capacité d'accompagner la fin de vie comme il le faut? Vous le savez, la plupart n'ont pas d'infirmière la nuit, par exemple. Et l'aide-soignante est toute seule, et vous en conviendrez, bien en difficulté pour décider si un moment aigu de la santé des résidents peut être très dangereux ou pas. Donc, il faut concevoir, premièrement, des liens avec les soins palliatifs. Et très honnêtement, c'est déjà dans la loi que j'ai eu l'honneur d'élaborer, mais malheureusement, je constate que dans la pratique, ça n'est pas toujours le cas. Deuxième point, est-ce que simplement sur le plan du matériel, ces EHPAD sont en mesure de répondre? Par exemple, existe-t-il de l'oxygène, des bouteilles d'oxygène? La réponse est dans la plupart des cas non. Peut-on accéder à la morphine la nuit? Non, parce que une aide-soignante ne peut pas ouvrir le placard à toxiques. Donc, premièrement, la structure matérielle et le personnel des EHPAD n'est pas aujourd'hui en capacité de répondre éthiquement à la fin de vie. Deuxième point, qui est tout à fait important, et Madame Cambois l'a évoqué, c'est la question du transfert de 30% des morts. 30% des morts en EHPAD, des résidents, sont morts à l'hôpital. Ils ont été transférés et ils sont morts à l'hôpital et nous ne savons pas quel temps après. Or là, il y a une question éthique majeurissime. Y a-t-il eu trop de transferts ou n'y en a-t-il pas eu assez? Pourquoi? Eh bien, nous avons une possibilité de réponse. Et je voudrais, s'il y a un plaidoyer que je veux porter ici, c'est que l'on fasse une étude de ces morts de résidents à l'hôpital et en établissement, car nous pouvons le savoir. Et on sait par l'Observatoire de la fin de vie qu'on peut analyser le temps et le taux de survie de personnes qui ont été soit non transférées, soit transférées en EHPAD. Si le taux
de survie après réanimation est très faible. Ce que je crains, eh bien, ces départs, ces transferts ont peut-être été excessifs, c'est-à-dire on a arraché le résident à son contexte habituel et peut-être à la visite de sa famille. À l'inverse, ces transferts ont pu être insuffisants et fait perdre des chances de vie. Donc il y a aujourd'hui un impératif éthique en même temps que sanitaire, et c'est pour cela que le médecin que je suis demande cela de manière tout à fait importante. Je suis présidente d'un institut de santé publique et j'espère que nous allons pouvoir mener de telles études en parallèle avec santé prévention. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. La mort en EHPAD est une question non résolue, non totalement menée à bien, et je vais en parler plus avant. Je crains que cette mort en EHPAD, contrairement aux paroles très positives de Jérôme, ait été un peu considérée par certains comme normale. Et j'ai eu des réponses, vous parliez de Twitter, où on me disait oh, c'est quand même normal que les vieux meurent les premiers. Eh bien, pour moi, ça n'est pas normal. Parce que la question éthique est est-ce qu'une heure de vie, une année de vie est égale chez un homme de certain âge ou d'un autre? Eh bien, ma réponse est oui. Pourquoi? Parce que si l'on prive une personne âgée de son dernier été ou de la possibilité d'être au mariage de sa petite fille, peut-être est-ce plus grave que d'un adulte. Ce qui ne veut pas dire. Nous ne sommes pas au temps du choix de Sophie, où on a à choisir entre sauver la vie de quelqu'un de 40 ans, de 15 ans ou de 80 ans. Bien évidemment, si nous avions à faire ce choix de Sophie, nous ferions sans doute le choix du vieillard. Mais nous ne sommes pas dans un choix. Nous sommes dans une équité éthique de décision. Et cela est tout à fait essentiel. Alors, qu'est-ce qui manque dans les EHPAD? Et le mot n'a même pas été prononcé, je ne parle pas aujourd'hui, mais en général, c'est la prise en compte de la volonté de la personne. Vous parliez du consentement, s'il est important, il est là. Et on n'a pas même entendu le mot. Est-ce que nous avons dans les EHPAD des procédures d'urgence bien codifiées, acceptées, discutées, y compris justement par des éthiciens et des philosophes, pour savoir ce qu'il faut faire quand le cas s'aggrave? Voilà un point tout à fait essentiel. Un autre point, c'est que on n'a pas tellement parlé des résidents d'EHPAD. Il y a eu de minuscules petits reportages. Est-ce qu'on imagine la douleur d'un résident d'EHPAD qui paie, quand dans cet EHPAD, il y a 30 morts en 2 jours. Il y a, 30 morts en 2 jours. C'est-à-dire qu'il voit la table où il mangeait complètement dégarnie. Et on lui dit, ils sont partis. Qui a parlé à ces personnes très âgées? Parce que toutes ne sont pas en déclin cognitif majeur. Elles sont parfaitement conscientes. Elles ont fait la guerre. Il y a de nombreux héros et héroïnes dans les EHPAD. Eh bien, leur avis, leur sentiment, la mise en évidence de leur courage, parce qu'elles savent ce qu'elles risquent. Eh bien, tout cela n'a pas été du tout évoqué. Et je dois dire, et c'est là je passe au côté sociétal, que j'ai été globalement assez troublée, je dirais même bouleversée par cette, acceptance, cette résignation à la mort massive des vieux. Pourquoi? J'ai peut-être une vision personnelle, je m'avance vers le grand âge.
aussi lentement que possible. Mais chaque année qui passe donne une vision plus importante de ce qu'on appelle l'apprendre à mourir pour Montaigne. Eh bien, je crois qu'on n'a pas parlé à ces personnes. Et je vais vous confier quelque chose parce que apparemment je me suis ridiculisée et pourtant je pense que j'avais raison. J'ai envoyé un SMS à un des ministres les plus âgés et je lui ai dit, si tu prends la parole en disant nous et en parlant aux âgés, tu auras une aura internationale parce que personne n'est capable de le faire. Et je vais penser, pour donner un deuxième exemple, le Premier ministre et le Président de la République. Il n'y a pas de critique partisane là-dedans. Jamais ils ne se sont adressés directement aux âgés. Ils ont dit nos aînés. Et quand on dit nos aînés, ça veut dire qu'on les exclut puisqu'on parle à ceux qui ont des aînés au-dessus d'eux. Et philosophiquement, c'est extrêmement important. Et je me souviens des paroles du Premier ministre lors d'une conférence de presse en après-midi, un après-midi où il y a majoritairement des personnes âgées devant les téléviseurs, vous le savez. Eh bien, il a dit, et nous demanderons à nos âgés de faire attention à ne pas prendre des risques. Mais comment peut-on faire ça? Et ce « no » est aussi totalement insupportable. Nous n'avons pas encore, comment dire, accueilli dans la société les âgés et en particulier les grands âgés. Les seniors dont je fais partie se débrouillent parce que c'est des anciennes baby-boomeuses, etc. Les pétroleuses sont nombreuses et tant mieux. Mais il faut penser à après et avoir cette culture, et ça rejoint l'isolement de Jérôme, avoir cette culture non seulement inclusive, mais participative. Ils ont le droit à la parole. Ils sont majeurs et vaccinés, comme on dit dans mon quartier. Vous voyez, et nous ne leur avons pas donné suffisamment la parole, et ça, je crois que c'est très important. Et l'émotion du pays a finalement été assez faible. Eh ben, il y a 15 000 morts, enfin 30 000 morts âgés, quasiment tous, 15 000 résidents d'EHPAD. Imaginez qu'il y ait eu un jour 30 morts, comment dire, dans une résidence étudiante ou dans un collège. Le pays aurait été explosé. Et c'est la question éthique la plus fondamentale que je me pose ce soir avec vous, c'est justement cette question de la valeur de la mort selon l'âge et selon est-ce qu'il y a un prix. Vous savez, c'est comme le racisme. Old lives matter. Les morts des âgés, alors bien sûr, là, il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas d'agression, mais old lives matter. Et nous ne le savons pas encore, nous ne l'avons pas intégré dans nos réflexions suffisamment, si ce n'est à titre individuel. Quand tu perds ta mère, tu sais que all lives matter. Mais sur le plan global, ce n'est pas suffisamment intégré, me semble-t-il. Et je trouve ça tout à fait inquiétant. Et voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez, on n'est pas dans des... Je pense qu'on est, si, dans des mesures concrètes. C'est savoir ne pas faire parler, donner la parole, donner de la force, valoriser les âgés. Car âgés des EHPAD ou âgés pas des EHPAD, je disais tout à l'heure cette formule, mais les héros sont nombreux parmi eux. Et leur vie mérite qu'ils s'expriment pleinement. Voilà mes points éthiques qui sont assez lourds et que nous ne ferons pas évoluer en un instant, mais sur lesquels je voudrais que nous ayons une forte pression.
Je crois, Madame Delot, vraiment Michel Delaunay, je crois qu'on vous a entendu très fortement et je pense que vous avez vraiment souligné à quel point il fallait réussir à trouver des jeux pour parler le grand âge et qu'on ne soit pas seulement sur ce nous qui désigne et qui extériorise. Est-ce que quand même vous ne voyez pas, comme Jérôme Gage, une formidable occasion d'apprendre de ce moment, de visibilité sur l'absence de recherche de consentement, de visibilité sur l'état de mineurs social dans lequel parfois on traite les plus âgés? Eh bien, si, il y a une porte ouverte, je crois, et c'est ce que nous sommes en train de faire, que la crise du Covid, vous savez, de la pire chose, il faut tirer le meilleur. La crise du Covid est une mise en lumière de la situation des âgés et je crois qu'il faut en profiter parce que beaucoup de familles ont été endeuillées, beaucoup d'âgés, etc., etc. Il faut le mettre en évidence, mais il faut le traduire en action. Et vous voyez, je crains que ce soit le plus difficile. Bon, je crois que c'est une très bonne conclusion entre, je vais dire, l'optimisme, peut-être plus le volontarisme, peut-être plus présent chez Jérôme Gay, peut-être une attente de la part de Michel Delaunay que des actions, que des actes soient pris. Mais je crois que vous serez de toute façon une observatrice extrêmement vigilante et surtout une actrice de ces politiques. Est-ce que Dominique Libaud veut dire un petit mot de conclusion parce qu'il est l'heure de nous quitter? Il est déjà 16h, 16h02 d'ici au webinaire de demain. Je veux dire que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout simplement les propos des uns et des autres et la force de conviction des uns et des autres, enfin de Jérôme et de Michel Delaunay. Voilà, moi je trouve, voilà, d'abord il posait des questions extrêmement fortes. Voilà, bon, donc je pense qu'effectivement, ça nous interpelle tous. Et je remercie d'avoir posé ces questions et de les avoir posées en termes, effectivement, et c'est ce qu'on souhaitait dans ce premier débat, presque éthique, effectivement, avant. Ensuite, sans doute, aborder des questions de façon plus concrète sur un certain nombre d'autres sujets. Mais voilà, tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet, et je le remettais dans mon rapport, mais enfin, encore une fois, comme tous les autres, hein, c'est de se dire, la première question qui est posée à notre société, c'est effectivement, finalement, comment on voit le grand âge et effectivement, comment on fait en sorte que il fasse partie, les personnes très âgées fassent partie intégrante de notre société. Donc la façon dont on s'adresse à elles, effectivement, et avec les remarques à mon sens assez pertinentes de Michel Delaunay sur le sujet, effectivement, voilà, sont révélatrices d'un certain nombre de sujets. Donc voilà, moi, voilà, beaucoup de questions extrêmement fortes et bien sûr, enfin, je dis ça parce qu'on a, donc dans les publics qui nous écoutent, il y a beaucoup de publics sécurité sociale, mais pas seulement, mais notamment sécurité sociale. Et évidemment, enfin, je rappelle qu'on en reparlera, on est donc dans la phase où on est en train de consacrer ce sujet comme une branche de la sécurité sociale, mais on voit bien qu'en même temps, ça nous réinterroge sur ce qu'on appelle sécurité sociale, globalement, effectivement, et que ce sujet de l'autonomie, ce sujet du grand âge, interpelle effectivement la politique du grand âge, mais je pense aussi interpelle plus globalement finalement tous les acteurs de ce qu'on appelle sécurité sociale. Voilà. On poursuit demain. Oui, pour ceux qui voudront prolonger certaines réflexions, demain c'est donc l'EHPAD, un modèle à repenser. Et ça permettra de revenir sur la question de sont-ils suffisamment médicalisés, sont-ils des lieux qui savent accompagner la fin de vie, est-ce que la fonction de lieu de vie, avec cette dimension de socialisation, est suffisamment assumée par les EHPAD. Et on permettra aussi à ces questionnements de se continuer jeudi avec quelle stratégie pour la politique autonomie grand âge avec les acteurs donc Dominique Libaud, Myriam El Khomri et Marianne Monchamp. Et là, c'est certain qu'on reparlera à nouveau isolement, lien social et fonction présentielle. Donc voilà, à très bientôt et à demain pour ceux qui peuvent nous suivre.